c'est bon. Ok, donc, merci beaucoup d'être venu donc, à cette conférence. Un plus haut. Un peu parler. Ok, je parle un peu plus haut. Donc, vous voyez que le titre ici, c'est sur le cancer, donc, comme le nom l'indique. Voilà, pardon. Le cancer exprime l'histoire de ma vie dans mon corps. Donc, et je vais vous raconter en fait une histoire aujourd'hui, bon, elle est aussi un peu pédagogique, mais cette histoire va vous permettre un peu de comprendre les fondements qui sont derrière le modèle avec lequel je travaille. Pourquoi et pourquoi? Donc, vous voyez, donc pourquoi? Mais pourquoi, c'est-à-dire quel est le sens qu'il a derrière? Serait-il sage de l'écouter? Bon, il faut savoir, ben, il y a une personne sur deux, comme on vient de le dire, qui meurt d'un cancer, en fait, aujourd'hui. Donc, c'est quand même une pathologie qui est très... Alors, on n'entend pas assez. Ben non, si tu parles plus haut. Tiens, allez, je vais parler un peu plus fort. Voilà. Est-ce que ça va comme ça? Ah oui, c'est mieux. Voilà, allez, attention, hein, je m'impose. Alors, ce que je vais vous expliquer, en fait, se trouve décrit, en fait, dans des e-books que j'ai écrits. J'en ai représenté deux ici parce qu'ils représentent donc le sujet de la conférence. C'est Cancer 1, c'est surtout celui-là que je vais parler donc aujourd'hui. Donc, tout ce que je vais dire, en fait, est repris dans cet e-book. Alors, c'est un e-book, c'est pas un livre papier. Si, bon, vous commandez sur Amazon, donc c'est quelques euros, parce que vous savez que les e-books sont à des prix très raisonnables. Et même si vous n'avez pas de liseuse, ce n'est pas nécessaire. Vous chargez un petit programme en fait, que Amazon vous propose et vous savez très bien le lire. Et si vous voulez vraiment l'imprimer, ben, c'est comme un PDF, hein, vous l'imprimez et vous avez une copie papier. Alors ça c'est le modèle qui est écrit ici et je prends l'exemple du cancer de l'estomac. C'est un exemple relativement simple, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Bon, il y a d'autres cancers, c'est un peu plus compliqué, donc je n'ai pas vraiment le temps donc ici, donc j'ai pris un exemple très simple. Par contre ici, je parle des cancers qui sont plus fréquents et surtout qui ont un taux de mortalité en fait qui est beaucoup plus grand. Parce qu'il y a un certain nombre de cancers qui ont un taux de mortalité plus élevé que d'autres, on en parlera un peu. Alors, je vais un peu me présenter, donc je m'appelle Daniel Rabdou, je suis biologiste de formation avec un doctorat en immunologie, je suis d'origine liégeoise, je pense que ça s'entend un petit peu, j'ai un peu l'accent qui traîne. J'ai fait ma carrière en fait, pendant 25 ans dans le drug discovery, donc c'est la découverte, comment on fait pour qu'une industrie pharmaceutique découvre un nouveau médicament. Et puis je suis plein de formations, ça fait 17 ans que j'hypnotise donc les gens, master en PNL, etc. Enfin, il y a plein de formations. Et puis également, j'ai fait des formations en pathologie psychosomatique, donc avec certains noms peut-être que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà entendu parler. La version des ressentis, ça c'est avec le docteur Jean Vermillon, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire. Une formation en psychologie comportementale également avec Jacques Fradret. Et puis je suis passionné également par les neurosciences et par la mécanique quantique, donc j'applique également la mécanique quantique dans l'approche avec laquelle je travaille. Vos croyances, vos dogmes, votre conception de la maladie. Eh bien, il se pourrait que ce que je vais vous dire va un peu vous étonner. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce modèle-là, ça risque d'être un peu dur. Et vous pouvez être peut-être sceptique par rapport à ce que je vais dire. Et je voudrais bien que vous transformiez ce scepticisme en disant, mais tiens, c'est peut-être très intéressant, ce modèle-là. Ça, c'est mon vœu. Pourquoi suis-je tombé malade? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'on tombe malade? Alors, il y a différentes théories ou modèles. Les taoïstes vont dire, bon, c'est le déséquilibre de 5 éléments, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, la médecine africaine, les traditions populaires, bon, je passe tout ça. L'homéopathie nous dit, ah, c'est l'effort que fait le corps pour se rééquilibrer. Ça, c'est intéressant. On est dans un déséquilibre. L'ostéopathe va dire, ah, c'est un blocage. Il faut lever. Quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de soi, et il faut le lever, le débloquer. Louis Pasteur, il n'avait rien compris dans les microbes. Puis, en Van Béchamp, lui, il avait un peu mieux compris. Le microbe, mais rien, c'est le terrain qui est tout. Bon, je n'insiste pas parce qu'on n'est pas
microbiologie ici, Grodec, toute maladie organique et psychosomatique. Donc il y a un aspect psychique là, en psychologie, qui intervient. Or, il a bourri c'est le rôle du stress dans l'apparition des maladies, donc il a travaillé beaucoup ça. Et puis il y a Louis E. qui dit le sens symbolique des maladies. Ça a été la première qui s'est rendu compte que derrière toute pathologie, tous les signes cliniques, il y a quelque chose qui est derrière. Et il y a un sens biologique qui est là derrière. Et on y reviendra bientôt. Carl Gustav Jung, bon, vous ne voyez peut-être pas, désolé, j'ai essayé de lever un peu la diapositive. Donc je vous lis, la guérison ne commence que lorsque l'on pose un acte. Voilà, donc ici il y a moyen de guérir en fait de ces pathologies. Il faut poser un acte dans le cas du Carl Gustav Jung. Et puis il y a Rick Hammer qui a été le grand monsieur, le grand médecin, donc qui a défini ce qu'on appelle le modèle de la nouvelle, la médecine nouvelle avec ses savoir biologique, etc. Bon, je ne vais pas en parler ici. Il y en a d'autres qui ont confirmé donc, le modèle avec lequel que je vais vous expliquer. Bon. Alors, c'est l'histoire de Jean. Ben, Jean, ça peut être n'importe qui, vous allez voir. Donc, je vais vous raconter une histoire. Et en vous expliquant cette histoire, eh bien, je vais l'utiliser pour vous montrer ce qui se passe à différents niveaux. Parce qu'on va travailler sur 4 niveaux. Premier niveau, c'est qu'est-ce qui se passe dans sa vie, dans sa réalité. Il y a un événement, bien entendu, qui va se passer dans sa réalité de tous les jours. Assez dur. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Quels sont ses ressentis par rapport à l'événement qu'il vit et dans son corps? C'est-à-dire qu'on va parler de biologie. Voilà. Bon, je biologie, ça normal. Voilà, donc ce seront les 4 niveaux et je vais passer de l'un à l'autre pour vous expliquer en fait ce qui se passe au niveau de Jean. Alors, avant d'expliquer l'histoire de Jean, bon, on va vous donner quand même un petit cours de biologie, c'est-à-dire que nous avons 2 systèmes nerveux. Il y a ce qu'on appelle le système nerveux central et le système nerveux autonome. Alors, le système nerveux central, eh bien, c'est voilà, le cerveau, c'est la moelle épinière et toutes ces lignes bleues représentent en fait les nerfs. Ça, c'est le système nerveux central. Et puis, il y a un autre système qui est parallèle et qui est connecté en fait avec celui-là. Donc, on retrouve ici le système nerveux central. Il utilise un certain nombre de nerfs. C'est pour ça que c'est un peu le cauchemar pour les étudiants en première année de médecine, parce qu'étudier ça, c'est pas évident. Enfin, il faut un peu s'y retrouver, mais bon, c'est tout à fait possible, bien entendu. Mais il y a 2 systèmes. On verra, il y en a un qui s'appelle le système sympathique d'un côté, parasympathique de l'autre. On va y revenir dans quelques instants. Alors, ce système nerveux autonome, ou dit neurovégétatif, eh bien, on pourrait le comparer à une balance. Et je prends l'exemple ici d'une voiture automatique. Vous savez que dans une voiture automatique, si vous avez déjà conduit, eh bien, il n'y a que 2 pédales. Il y a l'accélérateur et le frein. Eh bien, je dirais que le système neurovégétatif, il se divise en 2 branches. Et il y a une branche, c'est l'accélérateur, et l'autre branche, c'est le frein. Et c'est une balance, en fait, entre ces 2 actions, je dirais, et il va permettre de régler un certain nombre de choses. Et voilà, ici, vous avez tous les organes, enfin, un certain nombre d'organes. Si on l'appelle autonome, j'ai oublié de le dire, c'est parce que vous n'êtes pas capable, par votre pensée, de le diriger. Système nerveux central, ben, je décide de lever ma main, ma main se lève, etc. Faire varier la fréquence cardiaque ou la pression artérielle, vous allez avoir quelques difficultés. C'est le système nerveux autonome qui s'en occupe, en fait. C'est lui qui gère tout ça. Alors, les noms sont un peu barbares, désolé, c'est ce qu'on appelle le système sympathique ou orthosympathique, ou le système vagotonique ou parasympathique. Alors, les vieux médecins utilisent encore la terminologie ortho et para, sympathique. Bon, aujourd'hui, les jeunes, on parle comme ça. On va parler du système sympathico-tonique et le système vagotonique. Voilà. Alors, eh bien, celui-ci, il active et celui-là, il freine. Ici, c'est l'action, l'agitation. Ça, c'est le repos. Hop. Ça, c'est la gazelle. Lorsque elle découvre qu'il y a un lion qui lui court après, eh bien, elle va activer son système sympathico-tonique. Par contre,
imaginons que la lionne ne l'attrape pas parce qu'elle a pu courir assez vite, etc. Eh bien, elle va passer dans le système vagotonique, c'est le système de repos. La gazelle a échappé au lion, elle se repose donc après cette activation. Les états de stress, donc, se situent au niveau du sympathique. Et le système vagotonique, c'est ce qu'on appelle le basculage par l'image mentale. Bon, j'en reviendrai dans l'exemple avec Jean. Donc, vous avez un double système, et ce système va une fois s'activer d'un côté, une fois de l'autre. Je vais vous donner un exemple. Alors, voilà une représentation sur laquelle je vais revenir régulièrement. Vous avez d'un côté ce que j'appelle l'agitation, pour simplifier, c'est-à-dire c'est la phase sympathico-tonique. C'est la phase d'activation. Voilà, je bouge, je cours, etc. Et en bas, je ne sais pas si vous pouvez lire, c'est la phase de repos. Donc c'est la phase vagotonique donc, qui est mise ici. Alors ça, c'est le temps qui passe. Et vous voyez, j'ai repris ici la balance. Donc une fois, c'est le système sympathico-tonique qui s'active, ok, et une autre fois, c'est le système vagotonique qui va s'activer. Et je prends l'exemple ici, eh bien, de coureurs. Eh bien, ici, ils sont en pleine phase sympathico-tonique. Hein. Il y a une activation, le sang circule dans la musculature, etc. Donc, ils sont cuivés, ils sont dopés, c'est la force musculaire. Et puis, sitôt qu'ils ont passé la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Ils s'effondrent. Attends, ça a duré 10 secondes, hein, la course. Hein. Quelques secondes avant, ils étaient comme des puces à sauter, etc. Ils ont passé une ligne d'arrivée et d'un coup, pouf, ils passent dans la phase vagotonique, ils ne savent presque plus marcher. Hein. Il leur faudra 15 jours pour se reposer. Bon, voilà, c'est simplement pour illustrer en fait le système sympathico-tonique et le système vagotonique. Bon. Alors, j'arrive maintenant à l'histoire de Jean. Eh bien, Jean, eh ben, c'est un employé, voilà, il a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il est dans sa société, il a développé son département, etc. Il gère tout ça, il y a des gens en dessous de lui, etc. Enfin, tout va bien, bon, il y a toujours des petits problèmes, vous savez, dans les sociétés, mais il trouve des solutions, chaque année il fait son évaluation, tout va très bien, et il s'amuse là, et tout se passe bien. Donc, si je reprends mon graphique, eh bien voilà, il y a des petits soucis, il doit résoudre des problèmes, des petits stress, et puis il passe en phase de repos, il rentre chez lui, et puis il soit un peu engueulé par sa femme, parce qu'il n'a pas été faire les courses, ou je ne sais pas, enfin, les choses journalières, hein, vous savez, la vie de tous les jours. Eh bien, je la représente ici par les hauts et les bas, voilà. C'est ce qu'on appelle la phase journalière, ici vous n'allez pas voir, mais il est écrit phase journalière. Bon. Et puis, il arrive un matin, à 9 h du matin, comme d'habitude, et son chef hiérarchique le fout dehors. En lui prétextant une raison, vous savez que la majorité des gens qui sont licenciés, on ne leur dit pas la vraie raison. Hein. C'est après qu'il a découvert. Il est licencié. Sur le champ. Il a juste le droit de prendre ses petites affaires personnelles qui se trouvent dans son bureau et dehors. Lui, il se trouve dans un état, mais il ne s'y attend pas, bien entendu, parce qu'il est arrivé au bureau comme tous les jours. Donc, si on regarde, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de Jean, au niveau de ses ressentis? C'est un choc énorme. Il ne s'y attend pas. Il va au travail comme d'habitude. Il ne comprend pas. On lui a donné une raison, mais il sent bien qu'il y a quelque chose qui a derrière. On ne lui a pas dit. Hein? Donc, il ne comprend pas, en fait. C'est soudain, c'est brutal. Sans préparation, sans signe avant-coureur. Son monde s'écroule. Ah ben oui, parce que maintenant, comment est-ce que je vais faire pour payer les études de mes enfants, payer les traits de ma maison, etc., etc. Il vit dans l'isolement. Parce que quand on a un choc comme ça, même si on a des amis, même si on a un époux, une épouse, etc., le ressenti à l'intérieur de soi, on est quand même fort, fort isolé. On vit de manière très isolée. Et il ne sait quoi faire. Et c'est dramatique pour lui. Alors voilà un certain nombre de caractéristiques. Bon, ici j'ai pris un exemple un peu pédagogique, en fait, bien clair. Mais c'est une des portes d'entrée dans la maladie. Ici, je vais insister sur un cas de cancer, bien entendu, puisque c'est le sujet de l'émission. Mais c'est une des portes. Il n'y a pas que celle-là, mais c'est quand même la plus fréquente. Hein. C'est-à-dire que ce sont des événements qui se passent dans notre vie
Et souvent, on va retrouver, je ne dis pas qu'on va les retrouver tous, hein, mais il y en a quand même pas mal qu'on va retrouver. Bon. Alors ça, c'est en une fraction de seconde. Hein. En une fraction de seconde, son cerveau se rend compte, mon monde s'écroule. Voilà. Bon. Bien entendu, en termes neurophysiologiques, eh bien, boum, il monte dans un stress, donc c'est la phase sympathico-tonique, alors ça monte. Hein, il est dans un surstress, comme on dit. Quelles sont ces paroles? Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut bien écouter la personne qui a vécu un événement, hein, on va dire, traumatisant comme ça. Eh bien, ici, je vais prendre un exemple, et c'est un exemple réel, hein, je veux dire, c'est des gens qui parlent comme ça. Eh bien, il dit, je ne parviens pas à digérer ce qu'ils m'ont fait. Lui, c'est comme ça qu'il vit la chose, lui. Quelqu'un d'autre vivra différemment, hein. Attention, c'est très subjectif, mais lui, c'est comme ça. Il le vit comme ça, lui. Ça me reste sur l'estomac, hein. Ce salaud-là, il m'a licencié, hein. J'ai du mal à digérer ce licenciement. Donc, on voit que lui, il ressent cet événement, qui est un événement extérieur, donc, hein, qui arrive sur lui, mais il le vit à travers son estomac, parce que quand on regarde les mots qu'il utilise, hein, c'est digérer, ça reste sur mon estomac, on est bien au niveau symbolique. Hein. Dans la réalité, il n'a pas quelque chose dans son estomac. Hein. Mais il faut savoir que le conscient travaille sur 4 plans. Le plan réel, imaginaire, symbolique ou virtuel. Quand vous faites un rêve, votre rêve, il est symbolique, il est imaginaire. Il n'est pas réel, hein. Si vous commencez à voler, vous savez bien que vous n'avez pas volé. Mais pour l'inconscient, que ce soit réel, imaginaire, symbolique ou virtuel, pour lui, c'est la même chose. Il ne fait pas de différence entre ces 4 niveaux. Donc, pour l'inconscient, pas le conscient, hein, mais pour l'inconscient, eh bien, Jean, il a un gros morceau dans l'estomac, hein, et c'est difficile à digérer. Hein. Donc, dans sa vie, ben oui, la vie continue, donc lui, ben, il est en surstress, et puis il y a les petits stress de la vie quotidienne donc, qui viennent, mais il est à un niveau très élevé. Alors, maintenant, c'est comment va réagir le cerveau à ce gros morceau à digérer. Et je me mets au niveau de l'inconscient, lui. C'est ça qui se dit, son inconscient. Il dit, mais t'as un morceau énorme qui est difficile à digérer. Hein. Donc ça, c'est l'estomac. Eh bien, le cerveau va envoyer une information à une cellule de son estomac qui va se transformer en une cellule tumorale. C'est-à-dire qu'elle va se sortir de son stade de la différenciation, elle va se dédifférencier pour commencer à se multiplier, ce qui est représenté ici dans ce dessin, et on a une masse tumorale dans la paroi de l'estomac. Et oui, puisque le cancer, en fait, dans le cas de l'estomac, c'est un super estomac. Et si on prend le suc gastrique des cellules cancéreuses, hein, eh bien le suc gastrique est 10 à 20 fois plus puissant que le suc gastrique produit par des cellules de l'estomac normal. Donc le cancer est un super organe. Je prends l'exemple ici simple, qui est le cancer de l'estomac, justement, à titre pédagogique, pour vous expliquer que dans ce modèle, eh bien, on considère que le cancer a une fonction positive. Mais oui. Pour l'inconscient, mais il y a un morceau énorme qui est dans l'estomac. Donc, il faut digérer ce morceau énorme. Aussi bien que dans la réalité, il n'y a rien, hein, un estomac normal. Mais pour l'inconscient, il y a quelque chose d'indigeste, mais d'une manière phénoménale. 2 scénarios sont possibles. Premier scénario, j'en retrouve un emploi. Ah ben oui, il a été sur Facebook, il a expliqué, il a été sur Twitter, il a été contacté tous ses amis, etc. Et justement, il y a un ami qui lui a dit, mais tu sais, moi je connais quelqu'un, un entrepreneur qui vient de créer sa société, là, et il cherche quelqu'un comme toi.
Ah ben oui, avec ton expérience, hein, quand tu as créé ceci, cela, etc. Mais il cherche quelqu'un comme toi. Ben, tu devrais le contacter. Ah ben, genre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il le contacte, bien entendu. Ah, mais cet entrepreneur-là, c'est un type vraiment très sympathique. Ah, voilà. Et l'entrepreneur est prêt à l'engager immédiatement. Alors Jean, il dit, ah, mais ça, celui-là, alors ma fonction là, je prends un salaire un peu plus élevé, allez, on va dire que il s'est encore un peu plus proche de chez lui. Oh là là, mais il est aux anges. Donc, il a retrouvé un nouvel emploi. Donc, et il signe. Et vous voyez qu'ici, le surstress redescend. C'est en une fraction de seconde. Un cerveau travaille en une fraction de seconde. Et cette fraction de seconde sera peut-être au moment où il a signé le contrat, ou peut-être le moment où il s'est assis dans son fauteuil, dans son nouveau bureau, dans la société, ou peut-être qu'il aura passé la porte de la nouvelle société, je ne sais pas. Mais à un moment, son inconscient va dire, ah, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, si je reprends sa masse tumorale, ben, il a retrouvé un emploi, ben, le morceau à digeste, il n'a plus de raison d'être. Mais qu'est-ce que c'est? Il n'a plus un morceau. Donc, cette masse tumorale qu'il a, mais elle n'a plus de raison d'être. Hein. Il vient de trouver un nouvel emploi. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue biologique? Il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène d'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Ça a été découvert il y a à peu près une trentaine d'années. Donc, c'est un phénomène biologique tout à fait normal. Dans toutes les cellules, vous avez cette propriété qu'on appelle d'apoptose. Et c'est quoi l'apoptose? Il faut faire la différence entre l'apoptose, bon désolé si vous ne voyez pas la fin, mais ça c'est la nécrose d'une cellule, et ça c'est le phénomène d'apoptose. Dans la nécrose d'une cellule, ça c'est quand on reçoit un coup de poing à pleine figure, ben, la pression fait éclater un certain nombre de cellules, et le contenu des cellules se libère dans les tissus. Ouais, mais il faut savoir que dans les cellules, il y a ce qu'on appelle les lysosomes, qui ont des sucs digestifs qui sont extrêmement puissants. Ben, tout se répand dans les tissus, c'est pas une bonne chose du tout. Hein. Okay. Tandis que l'apoptose, eh bien, c'est un phénomène biologique où la cellule se détruit elle-même, mais par des petits morceaux, et il y a à chaque fois des membranes cellulaires tout autour, et ces petits morceaux de cellules, eh bien, vont être reconnus par une cellule qu'on appelle le macrophage, qui sont un peu les éboueurs, en fait, du corps. On en a partout, etc. Et qui vont nettoyer, en fait, tous ces petits bouts de cellules mortes, hein, puisque c'est le phénomène d'apoptose. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette... Oui, alors, j'ai oublié de dire ici, eh bien, que toute cellule, en fait, on pourrait dire c'est une balance entre sa survie et sa mort. Et donc, à l'intérieur d'elle, elle a déjà, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais qui gère, en fait, sa durée de vie. Une cellule, ça n'a pas une durée de vie indéfinie. Hein. On dit que tous les 7 ans, toutes les cellules sont renouvelées. Il y en a donc qui sont renouvelées beaucoup plus vite. Hein. La peau, par exemple, c'est à peu près tous les 30 jours, etc. Le sang aussi, c'est assez rapide. Dans certaines cellules du sang. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce phénomène d'apoptose va s'activer dans les cellules tumorales et les cellules tumorales vont disparaître. Elles vont s'auto-détruire par elles-mêmes par un phénomène biologique qu'on appelle l'apoptose. Je répète, c'est un phénomène biologique tout à fait normal. Et comme on se trouve au niveau de l'estomac, il y aura peut-être un peu de saignement, mais dans les selles, on ne verra rien du tout parce que le temps que ça arrive jusqu'au bout, tout le sang sera dégradé, etc. Il faut faire des analyses un peu spéciales pour découvrir qu'il y a eu une petite hémorragie au niveau de l'estomac. Et en fait, les gastro-entérologues, eh bien, parce qu'après ça, pardon, j'ai oublié de dire qu'après la masse tumorale, eh bien, il y a une cicatrice fibreuse, et quand les gastro-entérologues font des gastroscopies, qui regardent dans la paroi de l'estomac, eh bien, ils voient des cicatrices dans la paroi de l'estomac. Eh bien, ces cicatrices peuvent venir de cancer, en fait, que la personne ne sait même pas, parce que lui, dans ce cas-là, Jean, il ne sait même pas qu'il a eu un cancer. Il n'a même pas eu des signes cliniques, peut-être quelques petites douleurs à l'estomac, j'ai trop mangé, ou j'ai mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, par exemple, etc. Donc ça va passer inaperçu. Oui,
Alors ça, c'est le cas positif. Mais dans la vie, les choses ne sont pas toujours aussi positives. Et on va considérer maintenant le deuxième scénario, à savoir, les gens, ils ne trouvent pas de travail. Et là, lui, il est toujours en train de râler contre son chef ou sa hiérarchie qu'il a licencié, donc il est toujours dans la phase conflictuelle, comme on dit. Et il râle toujours, et ça dure des semaines, des mois. Ah oui, mais là, il commence à avoir mal à l'estomac. Et là, il va voir un spécialiste. Et qu'est-ce que le spécialiste dit? Il fait une gastroscopie, et là, qu'est-ce qu'il voit? Une masse tumorale dans son estomac. Monsieur, vous avez un cancer de l'estomac. Oula. Alors ça c'est un deuxième choc. C'est ce qu'on appelle le conflit de diagnostic. Alors déjà, se faire licencier, c'était un fameux choc, mais alors maintenant, qu'on lui dit qu'il a un cancer de l'estomac, ça va à la conscience, il fait ce qu'on appelle un conflit de diagnostic. Il y a des gens, on leur a dit qu'ils avaient un cancer, ils sont rentrés chez eux, il y a un trou de 2 heures. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, tellement le choc était terrible. Les médecins ne mettent pas des gants, hein. Généralement pour dire les choses, ils y vont direct, mais la personne doit encaisser ça. Alors, il faut savoir qu'un conflit de diagnostic, eh bien, je représente ici son licenciement comme le premier cancer dont c'était découvert Russin. C'est son licenciement. Et puis en fait, après, eh bien, ce conflit de diagnostic, c'est comme si on venait couvrir son cancer de l'estomac par un deuxième conflit, mais qui va bloquer le premier. Et qui va le bloquer dans la phase active. Et qui va continuer. Et Jean, bien entendu, ne pense plus du tout à son licenciement. Pas si bien, maintenant il a un cancer. C'est la vie et la mort, hein, tout le monde est en train de discuter. Son licenciement, il ne pense pas. Oui, mais attention, le cancer, il est toujours là. Hein, et il n'a pas résolu, en fait, son conflit de licenciement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire de la chimio et de la radiothérapie. Enfin, radiothérapie, là, pardon, et chimio là en bas. OK? Eh bien, c'est ce que j'appelle la guerre des clans. Parce qu'il y a deux logiques qui s'affrontent. C'est en fait une double contrainte. Ceux qui connaissent. Vous avez la logique biologique. La logique biologique dit « Ah, mais Jean, dans ton estomac, tu as une chose indigeste. Elle est énorme. Et il faut un super estomac pour digérer cette chose, ce licenciement-là. » Et de l'autre côté, vous avez la médecine conventionnelle qui vous veut du bien. Dans sa logique à elle, elle est très logique, hein, mais ce qui est logique ne veut pas dire que c'est vrai. Ce qui est logique est logique. Voilà. Donc il faut bien faire attention à ça. Et elle dit, ah non, il faut détruire en fait cette masse tumorale, la radiothérapie, la chimiothérapie. Le taux de survie du cancer de l'estomac, c'est 10 à 15% à 5 ans. Hein. Alors qu'on arrête de montrer des études qui se font à 6 mois ou 1 an. Ça n'a aucune valeur scientifique. C'est après 5 ans. Je ne sais pas que 5 ans c'est un nombre magique en fait. Mais on considère qu'après 5 ans, eh bien, vous avez des choses dans votre vie, des autres conflits qui sont passés ou autres, et qui peuvent réactiver en fait le cancer s'il n'a pas été complètement nettoyé. Donc c'est le taux de survie à 5 ans qu'il faut considérer. Bon, ben ça c'est Jean qui n'a pas trouvé de travail. Alors maintenant, je vais continuer avec Jean qui a trouvé un travail pour vous montrer en fait la figure, le modèle qui est utilisé dans ce cas-ci. Donc Jean, il a signé un contrat. Vous voyez son stress là qu'il a chuté. Qu'est-ce qui va se passer phase suivante? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la phase post-conflictuelle. C'est à ce moment-là qu'il y a le phénomène d'apoptose au niveau biologique. C'est en train, les cellules tumorales sont en train d'être éliminées par ce phénomène-là, de mort cellulaire programmée. Ça prend un certain temps. Et puis, il y a un phénomène tout à fait particulier qui a été observé, c'est ce qu'on appelle la crise épidémiologique. Alors, c'est un peu étrange, c'est-à-dire qu'on voit que les symptômes reviennent.
alors qu'il a trouvé un emploi, etc. Donc ça veut dire que si je prends le cancer de l'estomac, eh bien c'est des petites douleurs au niveau de l'estomac. Donc les signes cliniques reviennent. C'est comme si le cerveau avait besoin de remettre toutes les connexions neurologiques du cancer de l'estomac pour les éliminer définitivement. Parce qu'après, on passe dans la phase dite de cicatrisation, et là, c'est terminé. Et puis alors, il y aura la phase de normonotomie, donc c'est la vie qui continue, etc. Donc voilà ici le schéma d'une maladie. J'ai pris à titre pédagogique l'exemple du cancer, mais en fait, toutes les maladies suivent en fait ce schéma-là. Mais, suivant l'origine, par exemple, pour ceux qui ont fait un peu d'embryologie, tous les tissus d'origine endodermique font leur phase proliférative, en fait, dans cette phase-là. Par contre, si c'est d'origine ectodermique, eh bien, c'est dans cette phase-là. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes dans la phase post-conflictuelle et c'est à ce moment-là que les signes cliniques apparaissent. Ça paraît bizarre, mais bon, c'est comme ça, la biologie, il y a des choses qui sont un peu spéciales. Donc, quand moi j'ai quelqu'un qui est en face de moi et qui vient avec un cancer, et qui fait sa radio et sa chimiothérapie, attention, attention. Donc, le patient continue à faire sa radio et sa chimiothérapie. Ok? Mais moi, je vais travailler en fait sur l'aspect plus psychologique, donc il est le sens biologique qui est là derrière. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce point-là, bien entendu. Parce que lui, il va venir, ben, il va être à ce stade-ci, fort probablement. Si c'est un cancer de l'estomac. Si c'est un autre type de cancer, il peut venir déjà à ce stade-là. Hein. Donc, moi, je vais commencer à lui poser des questions. Et je vais dire, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé là, il y a X temps, X semaines, X mois, etc. Et je vais le faire parler. Et là, il va me dire, oh, mais c'est vrai, il ne parvient pas à digérer là, ce qu'il m'a fait, celui-là, il m'a licencié, enfin bon, etc., etc. Et je vais écouter. La parole est porteur du verbe, surtout en français. Donc, c'est bien écouter la manière dont la personne va s'exprimer, parce que c'est un reflet de ce qui est à l'intérieur de sa manière dont l'inconscient est en train de raisonner. Donc, c'est très important. Je note toutes les phrases qui sont dites par un patient qui arrive chez moi. Alors, ça c'est l'histoire de Jean, donc je m'arrête ici à Jean. Cette histoire-là est à titre pédagogique, en fait, il faut vous expliquer le modèle. Maintenant, Jean aurait pu avoir d'autres ressentis, donc ici je vais aller un peu vite, hein. Ça c'est le deuxième e-book sur les cancers fréquents. Eh bien, il peut avoir par exemple le monde s'écroule. Eh bien, ça va être un cancer du rein. Le rein, c'est l'effondrement, c'est l'écroulement. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de l'individu et son monde s'écroule. S'il y a un manque, il va ressentir ça, oh là là, ça va me coûter de l'argent, je vais manquer d'argent, je ne pourrai plus payer ma maison, je ne pourrai plus payer mes vacances, les études pour mes enfants qui sont à l'université, je vais manquer. Cancer du foie. Il n'y a pas que ça, mais entre autres, ici je suis un peu rapide, mais une dévalorisation profonde, cancer des os. La logique qui est là derrière, c'est que je ne vaux rien, je me dévalorise tellement qu'après ma mort, eh bien, il n'y aura même plus les os. Parce qu'en principe, quand vous êtes dans la terre, on va chez un peu montré, mais les os, ils restent. Et on retrouve des os de personnes de 10 000, 100 000 ans, s'il fait sec en plus. Eh bien là, la dévalorisation est tellement profonde que, parce que dans un os, il y a une trame osseuse et une trame minérale. Eh bien, c'est la trame minérale qui disparaît. Il ne reste plus que la trame organique, mais cela va se faire manger. Donc, après ma mort, il ne restera rien. C'est le cancer des os. Par rapport également avec l'ostéoporose, ça c'est un peu différent. À travers de la gorge, oui, ça reste à travers de la gorge. Ce licenciement, ça, c'est là, ça reste là. Donc ça, c'est le cancer de la gorge. Un coup de couteau dans le dos. Ah oui. Moi, je l'ai encore vu le jour avant, mon patron. Il ne m'a rien dit. Et le lendemain, à 9 h du matin, boum, je suis licencié. Ça, c'est un coup dans le dos. Donc la logique du mélanome,
on est au niveau symbolique, eh bien, c'est comme si c'était un bouclier. Le mélanome est en fait un bouclier au niveau symbolique, à l'endroit où la personne a ressenti le coup de couteau. Hein. Moi, j'avais 2 mélanomes. Je m'en suis débarrassé, mais c'est vraiment sain. C'est un coup de couteau qu'on m'a fait dans le dos. Et ça, je ne m'y attendais pas. Le territoire, oui, je le cite ici, c'est pas tout à fait un français, parce que c'est l'infarctus du myocarde. Les gens qui font un infarctus du myocarde, c'est des territoriaux. Et ils ont perdu leur territoire. D'ailleurs, vous regardez, quand les gens font leur infarctus, eh bien, ils sont en vacances, ils sont au week-end. Je ne sais pas qu'ils font un effort énorme. Hein. Mais en fait, c'est une notion de territoire. La rancœur. Alors ça, c'est le cancer des canaux biliaires. Et si je me dis, ça vous ne le voyez pas, mais si je me dis, moi, basta, hein, ce licenciement, ce qui m'a fait cette saloperie-là, eh bien, moi, je les envoie tous bouler. Moi, ils me payent mon préavis. Ça fait 15 ans que je suis dans la société. 2 ans de préavis. Ah, enfin! Yeah! Yes! Ah oui, parce que je me cassais les pieds, moi, dans ce boulot-là. Il est clair que celui qui raisonne comme ça, il ne fait pas un cancer, hein, bien entendu, puisque lui, c'est un soulagement. Enfin, il fera peut-être quelque chose, oui, dans notre ordre. Alors, donc, qu'est-ce que nous dit ce modèle, en fait? Eh bien, ici, ce modèle nous dit, et j'ai repris le sigle du taoïsme, c'est-à-dire le juste milieu. C'est revenir dans le juste milieu par rapport à ce qui nous arrive dans notre vie de tous les jours. Ça va, je suis dans les temps. Et c'est ce qu'on appelle la flexibilité adaptative. C'est-à-dire que quand il m'arrive un événement ici, par exemple le licenciement ou, je ne sais pas moi, hein, ma femme me quitte, ou, enfin, il y a plein de trucs dans la vie, hein, ou un enfant par exemple qui a un accident, voilà, et on vous téléphone et boum, on vous dit il est aux urgences. Vous vous rendez compte dans l'état dans lequel vous êtes. Enfin, voilà quelques exemples de la vie quotidienne. Eh bien, l'objectif, c'est justement d'être dans cette flexibilité adaptative. Ben voilà. J'ai été licencié. Et qu'est-ce que je fais maintenant avec mon pactole? Ah ben, il y a peut-être moyen. Et on sait, les gens qui font le coaching, hein, savent très bien qu'un licenciement, c'est une nouvelle opportunité. C'est un changement dans la carrière, parce que ça faisait peut-être trop longtemps là, que vous étiez toujours dans la même position, et faire toujours la même chose, ou etc., etc. Et que peut-être qu'il vous fallait un peu de pied dans l'air, comme on dit. Hein. Ah ben oui, peut-être que c'est le licenciement ou autre chose qui... Donc vous voyez, c'est d'avoir un autre regard sur les événements qui nous arrivent. Et moi j'aime bien les petits vieux là. Vous savez, quand ils fêtent leurs 100 ans et que le bourgmestre vient les féliciter. Et qu'est-ce que vous mangez pour rester en bonne santé à passer 100 ans, etc., etc. Alors ils disent tout à n'importe quoi. Mais il y a quand même une caractéristique, c'est des gens qui ne se tracassent pas. Ils vivent leur petite vie, toute simple. De temps en temps, ils vont peut-être une fois par jour voir leur petite pinch au café du coin et ils s'amusent et ils jouent aux cartes et ils ont leur petite vie. Et voilà. Donc il y a peut-être un enseignement. Alors peut-être que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les zones bleues. Là, c'est des zones parmi le monde où en fait il y a un taux de centenaire mais qui est phénoménal en fait. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là pour être centenaires? Alors il y a le régime qui est crétois, et puis il y a ceci, et puis on vous dit tout et n'importe quoi. Bon, il y a un qui a bien gagné sa vie, là, en publiant ce livre-là. Ok? Alors moi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Comment mourir en bonne santé? Il n'est pas normal que l'on meure de maladie. Tout le monde devrait mourir en bonne santé. Ma grand-mère, elle est morte à 92 ans. Bon, elle avait bien des petits nerfs, etc. Bon,
son foie, qui ne fonctionnait plus admirablement bien, se débrouiller, etc. Elle a été dormir. Elle ne s'est pas réveillée. Elle s'est éteinte toute seule dans son sommeil. Ma mère a 93 ans maintenant. Bon, on a dû mettre dans un home parce qu'elle a quand même des difficultés à marcher. Je suis né dans une ferme, donc la vie est un peu dure dans la ferme, donc le corps il a quand même un peu encaissé. Mais elle n'a rien. Elle n'a rien. Parce que bon, elle a quelques difficultés à marcher, et c'est pour ça qu'on l'a mis dans une maison de repos. Mais moi, je suis persuadé qu'elle va aller dormir et qu'un jour, les infirmières vont me téléphoner au matin en me disant, vous savez, votre mère, elle ne s'est pas réveillée. Et elle est partie comme ça, tout en douce. Et il n'y a pas besoin d'avoir un cancer, il n'y a pas besoin d'avoir une maladie dégénérescente ou une maladie auto-immune ou des choses de ce style-là. Hammer nous dit, ce n'est pas l'événement qui déclenche le surstress, mais notre ressenti face à cet événement. Comment je vis l'événement? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Changer notre manière de percevoir et de ressentir l'événement traumatisant. Et en fait, derrière ça, je dirais, la leçon qu'on peut en tirer, eh bien, c'est le lâcher-prise. On vous fait des saloperies, mais c'est normal, c'est comme ça fait partie de la vie. Hein. Il y a toujours des événements, des gens qui sont de l'emmerdeur, qui vous cassent les pieds, et qui vous font des saloperies et des choses, etc. C'est comme ça, on est dans l'incarnation. La question n'est pas de les éliminer tous, ça fait un paquet. C'est de dire comment moi je réagis en fait par rapport à cet événement-là. Dans le cas de Jean, c'était son licenciement. Okay. Alors ici, Jean a trouvé une solution physique. Il y a deux types de solutions. Il y a ce qu'on appelle la solution physique. Ah bah oui, il a trouvé un emploi, donc voilà, ça c'est très simple. Par exemple, une dame se fait harceler au niveau sexuel dans son entreprise. Solution physique, ben, elle quitte son entreprise, elle va dans une autre entreprise. Elle n'a pas résolu le problème en fait, hein, parce qu'elle risque de se faire encore harceler dans l'autre entreprise. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle la solution physique. L'autre solution, c'est ce qu'on appelle le dépassement. C'est-à-dire, malgré la chose qu'on m'a faite, eh bien, je vais au-delà de la chose. C'est le vrai pardon. L'objectif n'est pas de pardonner au directeur qui m'a licencié ou le patron, parce qu'on se trompe de cible. Bon, je ne vais pas en discuter le pardon, parce que j'ai fait une conférence là ici sur le pardon. Mais le vrai pardon, c'est me pardonner à moi. Me pardonner à moi que je ne parviens pas à lâcher prise. C'est que vous restez scotché à toutes les saloperies qu'on vous a faites. Eh bien, attention, la biologie n'a pas de morale. Elle n'a pas de morale, la biologie. Si vous ne lâchez pas prise, eh bien, il y aura un prix à payer. Donc, le cancer, pour parler de cette maladie, eh bien, ce sont des gens qui ont une difficulté à lâcher prise. Ils n'ont pas lâché prise quand il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, c'est facile à dire, hein, ça, il n'y a qu'à lâcher prise. Et je veux dire, ouais, ben, comment on fait? Quelle est la recette pour lâcher prise, hein? Ça, quand quelqu'un vous dit ah, il faut que tu lâches prise, tu dois lâcher prise, vous lui posez la question, oui, mais quelle est la recette pour lâcher prise? Parce que ça, c'est... Quand il y a les enfants, oui. Qui naissent avec des cancers, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, les enfants qui naissent avec des cancers, ça c'est intéressant. On va rentrer dans un autre modèle, parce que ici je vous explique un seul modèle. Il y en a une qui m'a parlé du transgénérationnel, je ne sais pas si elle est ici, en fait, donc il y a aussi du transgénérationnel. Dans le cas des enfants qui naissent avec un cancer, c'est le modèle de l'imprégnation familiale. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'un enfant qui est dans le ventre de sa mère, j'ai le temps, là, ça va, oui, il reste encore à peu près un quart d'heure, c'est bon. Donc je vais un peu détailler ça. Il faut savoir, en tout cas ce modèle-là, je vais m'exprimer comme ça, ce modèle d'imprégnation familiale, il nous dit quoi? Il nous dit que tout ce que vous vivez à partir de la 2e semaine que vous êtes dans le ventre de votre mère, donc vous êtes la petite crevette là, comme on dit, hein,
avec le système nerveux qu'on appelle le tube neural à ce moment-là. Parle plus fort. Eh bien, tout ce que vous vivez depuis la 2e semaine que vous êtes dans le ventre de votre mère, en fait, c'est pas vous qui le vivez, c'est votre mère, bien entendu, ou votre père, en fait, c'est l'environnement familial, eh bien, va s'imprégner dans votre petit cerveau qui est en train de se développer. Donc ça, c'est la grossesse. Donc moi, quand quelqu'un vient chez moi, je lui dis, oui, mais est-ce que vous avez des informations sur comment s'est passée votre grossesse, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, là? Est-ce qu'il y a des événements qui se sont passés? Et là, on découvre des choses. Hein? Et c'est pas fini, parce que c'est encore 18 mois après la naissance. Donc, un enfant jusqu'à 18 mois, c'est une éponge. Il va prendre tout ce qui est en train de se passer au niveau de son père, de sa mère, de l'environnement, etc. S'il a été foutu dans une couveuse pendant 3 mois, bon, moi j'ai des gens, hein. J'ai une personne, mais elle a, depuis sa naissance jusqu'à 2 mois et demi, il n'y a pas eu de contact peau à peau avec sa mère. On sait bien qu'il y a une blessure d'abandon qui est à l'intérieur de l'enfant. Donc, des problèmes de cancer chez les enfants, soit à la naissance, soit qui arrivent très rapidement, et on est en 18 mois, il ne faut pas aller chercher chez l'enfant. Il faut travailler avec la mère et le père. Ouais. Après, l'enfant va commencer, c'est-à-dire que parce qu'un enfant jusqu'à 18 mois, hein, ben, c'est comme un veau. C'est quoi ce que je dis là? C'est-à-dire que c'est un petit animal. C'est son inconscient. Son cerveau, ses hémisphères, son conscient commence à se développer seulement à partir de 18 mois. C'est à partir de là, d'ailleurs, à partir de ce moment-là, il va commencer à se rendre compte que sa mère et lui, ben, c'est pas la même chose. Bon, c'est tout le développement psychomoteur que les gens qui étudient ça, on connaît très bien ça. Mais c'est ça, vous comprenez? Donc toutes les pathologies qui arrivent chez les enfants jusqu'à 18 mois, c'est pas au niveau de l'enfant qu'il faut aller voir. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans la vie, et surtout la vie des parents, qui fait que l'enfant va somatiser à la place de la mère ou du père. Ça va? Alors, voilà, c'est le letting go là, des Américains. C'est le lâcher prise. Ça, c'est un gros morceau. Ça. Comment faire pour lâcher prise alors que mon mari m'a trompé, ou que ma femme m'a trompé, que j'ai été licencié, que j'ai perdu mon fils, ou ma fille, dans un accident, ou... Enfin, je veux dire, des événements vraiment très lourds, en fait, très difficiles. Alors, donc, c'est ce que j'appelle ici donc, la flexibilité adaptative. Donc, c'est apprendre, malgré les événements qui se sont passés. Alors, conclusion, maintenant je termine. Donc, les objectifs, c'était vous présenter un nouveau modèle de maladie. Vous bousculez dans vos systèmes de croyances, de dogmes, préjugés. Ah voilà, ça vient de changer de couleur. Je vous précède que c'est très compliqué en fait ici. Vous poussez à réfléchir au-delà de l'apparence. Parce que c'est ça, il faut aller au-delà de la chose pour réfléchir et voir mais qu'est-ce qui s'est passé en fait dans la vie de l'individu. C'est-à-dire quel est le sens biologique. On dit la maladie, c'est le mal à dire. Qu'est-ce que le mal a dit? Qu'est-ce que la maladie a à nous dire? En fait, il y a un message. Et si vous tenez compte de ça et que vous pouvez, on va dire, lâcher prise, eh bien, vous pensez que ce disparaîtra, ou que ce soit une maladie auto-immunitaire, ou que ce soit une maladie dégénérative, etc. Vous incitez à vous renseigner par vous-même. Voilà. Alors, je vous invite à être flexible afin de vivre au-delà des 100 ans en bonne santé. Alors, les modèles scientifiques, ça c'est Max Planck qui était un génie en fait, même si physiquement il paraît assez un peu spécial. Une vérité nouvelle en science n'arrive jamais à triompher en convaincant les adversaires et en les amenant à voir la lumière. Mais plutôt parce que finalement ces adversaires meurent et qu'une nouvelle génération grandit à qui cette vérité est familiale. Il a dit la science avance de funérailles en funérailles. Alors, si ça vous intéresse, bon, voilà mon site web, il y a beaucoup d'informations.
il y a des vidéos, il y a des e-books, il y a des conférences, enfin, je lis beaucoup et je continue à alimenter. Vous allez voir, c'est une autre manière en fait, de voir les problèmes, on va dire, que les gens viennent, que ce soit la cigarette, le poids, la dépression, le burn-out ou autre, etc. Et voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous en avez. Est-ce que deux événements d'une vie et deux événements faux, comment les travailler en même temps? Alors, la manière de moi je travaille en fait, bon je ne vais pas détailler ici parce que bon, j'ai une heure, il faut expliquer les choses de manière simple, mais en fait la manière dont moi je travaille, j'utilise l'hypnose, donc oui, l'hypnose c'est simplement un outil, mais c'est une activation de l'inconscient du patient pour aller déprogrammer ce qui l'embête dans la vie de tous les jours. Donc on ne parle pas du passé. À la première séance, je lui demande, mais dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous casse les pieds? Ah, j'ai pas confiance en moi, oh, je suis nerveux, je suis stressé, je mords le nez à tout le monde, et allez, on passe en vue, on fait ce shopping list. Dites tout, hein, on y va. Hein. Parce que ça, c'est un reflet de ce qui est dans son passé. Je ne mens pas le passé. Je ne fais pas dans l'amnésie. Je ne fais pas dans l'amnésie. Je dis, dans votre réalité de tous les jours, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous casse les pieds? Et puis à partir de là, eh bien, on définit l'objectif, et puis on va aller chercher, donc je travaille avec le modèle de la meilleure solution, c'est-à-dire, mais quelles sont les solutions que vous aimeriez mettre en place à la place de ce que vous venez de me dire. Par exemple, j'ai confiance en moi. Je suis serein. Je suis heureux. Vous n'êtes quand même pas venu sur Terre pour vous faire emmerder, hein? Quand même pour être heureux, pour vous épanouir. Alors qu'est-ce que vous attendez? Eh bien voilà. Et donc c'est l'inconscient qui va aller choisir le meilleur chemin chez la personne pour atteindre l'objectif. Parce que la seule chose qui compte, c'est l'objectif. C'est des résultats concrets observables. Par exemple, je ne stresse plus, donc je suis serein, je ne mange plus le lait de tout le monde, donc je suis agréable, etc., etc. Donc des résultats concrets observables, et on va les mesurer en fait en plus. Hein, on mesure. Hein. Bon, des variables quantitatives, des variables semi-quantitatives, on se débrouille, mais on mesure parce que c'est important. Donc c'est ça. Maintenant qu'il y ait deux événements, qu'il y en ait qu'un, qu'il y en ait trois, qu'il y en ait 10 ou 25, c'est pas ça qui est le plus important. Maintenant, je fais également des séances de débriefing où là, je vais aller chercher un certain nombre de modèles scientifiques qui peuvent expliquer mais pourquoi est-ce que moi je suis comme ça? Allez, j'ai fait une émission par exemple lundi passé, puisque je suis consultant sur l'université, donc une fois par mois, je traite un sujet, et c'était le burn-out. Pourquoi est-ce que les gens rentrent dans le burn-out? Eh bien, il y a deux modèles. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, et enfin, probablement autre chose, mais c'est la majorité des gens. Il y a deux modèles en fait qui s'appliquent. Ce sont des gens qui, la majorité des cas, ont un critère de perfection. Donc là, on rentre dans le modèle de l'analyse transactionnelle, ce qu'on appelle les drivers, là, soit parfait. C'est des gens qui se foutent une pression phénoménale, premièrement. Deuxièmement, un autre modèle qu'on appelle la pédagogie noire d'Alice Miller. En quelques mots, c'est quoi? C'est je remplis les besoins des autres, mais je ne remplis pas mes besoins. Alors bien entendu, il y a une partie en soi qui n'est pas contente. Hein. Mais tu vas remplir le besoin des autres, mais tu ne remplis même pas tes propres besoins. Et il consomme de l'énergie, c'est phénoménal. Et alors quand ces deux-là, ces deux modèles s'appliquent chez l'individu, ça peut garantir que le burn-out, c'est du costaud. Et la personne ne comprend pas, mais comment est-ce que ça se fait que j'en suis arrivé là? Alors quand on commence à décortiquer en utilisant uniquement déjà ces deux modèles-là, en disant, oui mais attendez, quand vous faites un dossier, vous voulez aller jusqu'à l'iota près? Ah ouais, moi je travaille jusqu'à 20h, ok je vais arrêter, jusqu'à 20h, je prends du travail chez moi, ma femme, moi, elle se plaît parce que je travaille trop, etc. Vous comprenez? Alors là, il commence à comprendre en fait
Et puis après, on parle des besoins, mais ici, on va arrêter. Allez, merci beaucoup.